Bienvenue dans la saison 1 de Vibrer votre vie professionnelle. Je suis Sandrine Prosen, fondatrice de Prosen & Co. Et je suis heureuse de vous faire découvrir un podcast qui veut impacter positivement les femmes et les hommes dans leur carrière. Au fil des mois, je vais vous inviter à découvrir des personnalités inspirantes, créatives et qui se distinguent par leur choix de vie professionnelle. Tous vous partageront leur parcours et leurs conseils et leur vie fera écho, qui sait, à votre chemin. À travers ces discussions, j'espère que vous ressentirez l'énergie que chacun des invités cherche à mettre dans sa vie et ainsi qu'il soit une source d'inspiration pour vous. Je suis convaincue qu'il faut s'inspirer des autres pour mieux avancer. Alors, bonne écoute et vibrez votre vie professionnelle. Bonjour Blandine. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast Vibrer votre vie professionnelle. Est-ce que tu es prête? Je suis ravie. Oui. Je suis plus que prête. Wow. Alors c'est vraiment un plaisir parce que tu sais, moi, les rencontres, c'est important. Et j'ai toujours des rencontres improbables. Et on s'est rencontrés dernièrement par amis interposés. Et en fait, il y a une rencontre qui se distingue parmi les autres. Tu m'a montré une personnalité, en fait, très créative, intuitive, mais au-delà de ça, en fait, j'ai vu quelqu'un de passionné par son métier, travailleuse, courageuse, vraiment impliquée à fond. Et j'ai découvert quelqu'un qui, en fait, avait décidé de faire de sa passion son métier, qui est donc dans le 7e art. C'est ça. Et je trouve vraiment que ton parcours doit impacter les autres, surtout les personnes en fait qui se posent la question aujourd'hui de partir dans cette voie, parce que c'est pas forcément évident. Alors, est-ce que tu es prête pour que je te présente officiellement? Vas-y. Alors, aujourd'hui on se parle, donc tu es Blandine Lagorce, actrice, comédienne. Donc tu as décidé de faire de ta passion ton métier. Pour la plupart, souvent, certains, ce n'est pas prédestiné. Pour toi, je pense que quelque part, ça l'est. Et surtout, je pense que dans ton parcours, de ce que j'en ai cru comprendre aussi, certaines personnes t'ont dit non, tu n'auras aucune chance, tu n'y arriveras pas. Et cette force de courage, aujourd'hui, te permet de cheminer dans cette voie du 7e art. Et en plus, tu as déjà un beau parcours qui commence. Et alors, j'ai des notes pour pas dire de sottises. Donc, tu es vraiment au début d'une belle aventure cinématographique. Donc, j'ai noté Sans suite en 2021 avec la réalisatrice Chloé Ponce-Voiron. C'est ça. En 2022, La Vénus d'argent par Elena Klotz. J'ai noté Acide par Juste Philippot. Alors, je crois que c'était au Festival de Cannes cette année. Ouais. Et où on retrouvait Guillaume Canet d'ailleurs. Exactement. Et 2023, donc cette année, donc ça commence bien puisqu'on a La Mythomane du Bataclan, donc par Juste Philippot, donc je l'ai peut-être pas dit avant, mais Acide, donc c'est Juste Philippot. Exactement. Et Mademoiselle Holmes par Frédéric Berth. C'est ça. J'ai vraiment envie là que tu partages à tout le monde comment tu as décidé d'aller dans ce métier passion. C'est toute. En fait, dès l'enfance, c'est vrai que j'ai toujours été... je suis hypersensible. Et du coup, c'est vrai qu'enfant, je racontais beaucoup d'histoires. J'adorais raconter des histoires à mes amis à l'école. Et en fait, plusieurs parents sont venus voir ma maman à plusieurs reprises en lui disant « Écoute, Blandine, elle est vraiment adorable, mais elle raconte beaucoup d'histoires aux enfants. Et il faudrait peut-être que... elle arrête parce qu'il commence à y croire, etc. » Et en fait, pour moi, en tant qu'enfant, c'était ma réalité. En fait, c'était mes histoires, mais c'était tellement d'insouciance d'enfance aussi. Et du coup, ma mère a eu la très bonne idée de prendre le pli et de se dire « on va en faire quelque chose ». Et du coup, elle m'a inscrite à un cours d'impro quand j'avais 6 ans. Et ça a été un des déclics de ma vie, je pense. Parce que ça a été vraiment le premier endroit où en fait j'avais une autorité adulte qui en fait me disait mais tu as le droit de dire des histoires, tu as le droit d'être imaginatif, tu as le droit d'être créatif, parce que c'est vraiment un endroit où en fait en improvisation surtout, le non n'est pas accepté. On ne peut pas refuser ce que l'autre en fait nous donne. Et du coup c'est vraiment, et je trouve ça hyper intéressant, ne serait-ce que pour les enfants, le rapport au collectif est vraiment à l'autre, d'accepter en fait ce qu'on donne.
Et du coup, ça a été un de mes premiers déclics. C'était la révélation. Oui, c'est ça. Ouais, donc ton entourage, finalement, proche, était hyper important dans ce parcours. Totalement. Mes parents m'ont toujours soutenue. Mon père me rappelle souvent une anecdote justement d'un de mes cours d'impro où j'avais dû imiter l'accent marseillais parce que je reprenais une scène des Tontons Flingueurs. Et j'ai entendu mon père rire. Mais en fait, ce rire a été, je pense, une validation quelque part de ce que j'étais en train de faire. Et ma grand-mère aussi maternelle, dont j'étais très proche enfant, qui est décédée il y a quelques années, a été, je pense, ma plus grande fan. J'avais un jeu avec elle qui consistait... En fait, elle avait une grande commode dans sa chambre, avec des bérets, des écharpes, des gants, des foulards. Et en fait, je la faisais s'asseoir dans son salon, sur un grand fauteuil. Et en fait, mon jeu préféré, c'était de me déguiser. Et à chaque fois, avec des personnages totalement différents. Et en la voyant rire et en la voyant réagir à tous ces personnages, oui, j'avais 6-8 ans. Et je me rappelle que je me suis dit, mais je veux faire ça de ma vie. Je veux donner de l'amour et je veux donner des énergies positives et je veux pouvoir communier en fait avec un public. Des moments de joie, Exactement. Des moments de bonheur, ouais. En fait, transmettre quelque chose qui Totalement. était... Pour moi, le métier d'acteur, c'est du partage. C'est un partage inconditionnel avec une audience, avec des réalisateurs. C'est des rencontres, surtout, beaucoup. Oui. Et c'était très important. C'est aussi rentrer dans la personnalité d'un personnage. Alors, tu as ta propre personnalité, moi, que j'adore. Mais en plus, il faut s'approprier donc un rôle. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs approches. C'est vrai que je travaille de plus en plus avec les Américains. Donc c'est une méthode qui me parle beaucoup parce que justement, c'est vraiment incarné au sens propre. Donc c'est aller dans la chair du personnage. Et c'est vraiment toute une approche de la psychologie du personnage. C'est une approche qui est beaucoup plus intérieure. Alors qu'en France, on a tendance à aller plus en surface. C'est pas nécessairement péjoratif, mais c'est vraiment une méthode de travail. Les Américains, justement, peuvent nous demander, eux, d'avoir une préparation de 8 mois complets, aussi bien physique que sur le travail historique, que vraiment, en fait, aller à la perfection dans l'incarnation, comme Marion Cotillard avait pu le faire pour La Môme, justement, avec Édith Piaf, où justement, elle a eu du mal à sortir de son rôle, tellement elle avait vécu comme elle pendant plusieurs mois. Et donc, c'est vrai qu'en fonction des rôles qu'on a, il y a des traits de personnalité qui parfois sont radicalement opposés aux nôtres. Comment tu fais ? C'est une question de... Je pense que c'est réussir... On a chacun nos méthodes de travail. Moi, je sais que je suis très à l'américaine, donc j'aime vraiment me renseigner sur le contexte historique, politique, comprendre aussi comment le réalisateur travaille. Parce que c'est vrai qu'il y a des réalisateurs qui ne sont pas du tout dans cette approche-là, qui nous demandent justement un non-travail pour donner place à l'intuition et à l'instinct sur le plateau. Et à l'inverse, il y a certains réalisateurs qui vraiment demandent cette rigueur de travail, qui justement, sur le plateau, en fait, sera beaucoup plus... En fait, cette rigueur, on pourrait croire qu'elle nous formate et qu'elle va nous mettre dans une cage, en fait, qui n'est pas du tout propice à la liberté. Alors qu'au contraire, moi, un rôle qui, justement, est extrêmement incarné me laisse libre comme l'air après en jeu. Parce qu'en fait, j'ai tellement déjà tous les outils, parce que je suis le personnage, grâce à tout le travail que j'ai pu mettre en pratique, qu'en fait, j'ai plus besoin de me demander, en fait, si je joue pas, parce que, en fait, c'est déjà là. J'analyse ça en dualité de la technique et la part finalement qui est au-delà de la technique, l'inné, l'instinct ou l'intuition comme on pourrait le dire, c'est-à-dire s'approprier le personnage et au-delà de la technique on devient cette personne. C'est ça. C'est magnifique. Et dis-moi, alors tu as commencé à l'âge de 6 ans. Oui. Tout ce parcours, comment il a évolué après ? C'est-à-dire que... Donc j'ai commencé à 6 ans par de l'improvisation. Pendant les premières années, j'ai vraiment démarré par l'impro. Après, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. D'accord. Toujours soutenue par mes parents, donc j'avais quand même beaucoup de chance. Et après, j'ai rencontré des professeurs au sein d'une formation. Certains qui m'ont plus appris que d'autres. Et d'ailleurs, j'en garde une vraiment profondément dans mon cœur, qui s'appelle Suzanne Marot,
qui est une coach et une metteuse en scène et actrice. D'accord. Qui m'a énormément appris. Je pense que c'est un de mes mentors de ma carrière. Elle m'a énormément appris sur justement ce travail parce que j'étais jeune à l'époque quand je l'ai rencontrée, j'avais 18 ans. Et en fait, elle m'a vraiment appris les bases d'être acteur, la rigueur que ça demande, la discipline. Elle a bossé aux États-Unis, donc c'est vrai que ça m'a aussi ouvert les portes de cette méthode que je connaissais très peu. Et je pense que c'est aussi grâce à elle qu'aujourd'hui, je me tourne de plus en plus vers le monde anglo-saxon et américain, parce que c'est vraiment un monde qui m'appelle. Mais c'est aussi... Il y a la formation théâtrale qui est là, mais je me forme aussi à plein de choses à côté. En parallèle, parce que j'ai rencontré une coach justement américaine qui s'appelle Lola Cohen, qui est une des dernières élèves de Lee Strasberg, qui est aussi directrice du Lee Strasberg Institute à New York. Je l'ai rencontrée la semaine dernière justement pendant une formation. Et ça a été une rencontre qui marquera ma vie à jamais, parce que ça a été une rencontre humainement et professionnellement incroyable. Et à un moment, elle nous a dit quelque chose que j'ai trouvé formidable, c'est qu'elle nous a dit qu'en fait, en tant qu'acteur, il faut être intéressant et intéressé. Il faut s'intéresser à l'art de manière générale, à la musique, aux expositions, à tout ce qui se fait généralement, mais aussi être intéressé de tout. La curiosité. Vrai, exactement. Pour moi, la curiosité en tant qu'acteur, c'est extrêmement important. C'est vrai, elle nous rappelait quelque chose qui est cru de vérité, c'est que souvent les acteurs adorent se poser en terrasse de café pour regarder les passants. Moi aussi. Mais parce qu'il y a quelque chose de tellement intéressant en fait dans l'humain, de toutes ces personnes qu'on voit passer, qui ont des vies, qui ont des histoires, qui traversent une journée de mille et une façons. Et c'est des comportements qui, nous, du coup, sont extrêmement intéressants parce qu'on peut vraiment prendre des petites choses sur la manière dont une mère parle à sa fille, sur la manière dont un homme caresse la main de son amant en terrasse, par exemple. Ça dit tellement de choses. Et en fait, pour nous, on se nourrit énormément. Et pour moi, c'est hyper important. Donc la formation technique, les écoles, c'est les coachs que tu peux avoir, plus après tout ce qui va te nourrir en termes de créativité. Exactement. Et d'être donc curieux de tout ce qui t'entoure pour te nourrir finalement aussi dans les rôles, je pense. Bien sûr, c'est hyper important. C'est extrêmement important, ne serait-ce que, par exemple, pour jouer, disons quelque chose qui est très éloigné de moi, une jeune stagiaire dans une banque, par exemple. Ne serait-ce que comprendre le cheminement qu'elle a eu à travers ses études, à travers sa position au sein d'une banque, qui est généralement un milieu assez masculin. Enfin, toutes ces choses, en fait, pour nous, c'est une aubaine. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, vraiment, tout ce processus de recherche qui est très présent dans le justement milieu américain, de recherche pendant des semaines et des semaines pour vraiment comprendre comment fonctionne quelqu'un, comment approcher aussi la psychologie de quelqu'un. La psychologie du caractère, j'ai eu un avant-goût de ça avec un coach anglais l'année dernière qui s'appelle Giles Foreman et qui justement, lui, en fait, prône une technique qui s'appelle le YAT technique, qui en fait justement est l'approche des personnages fictifs donc de cinéma et ou théâtre par justement la psychologie d'un caractère. Et donc comment la psychologie peut amener justement des vrais outils sur la manière dont on parle, sur la manière dont on se positionne, sur la manière dont le corps parle, etc. Et c'est hyper important. Enfin, moi, ça me fascine. Wow. Et est-ce que finalement, quand tu obtiens un rôle, les personnes qui sont là pour orchestrer ce film, etc., est-ce qu'eux aussi t'apportent des choses, c'est-à-dire Bien sûr. Un réalisateur sur un film, par exemple, il y a vraiment des axes. C'est-à-dire que moi, avant de rencontrer un réalisateur, je fais souvent un travail en amont, c'est-à-dire quel genre de cinéma il réalise, quelle est l'esthétique qu'il favorise, comment il choisit ses acteurs, quel type d'acteur lui parle. Parce qu'il y a des acteurs qui sont, par exemple, extrêmement en retenue, très dans une sensibilité intériorisée. J'ai rencontré d'ailleurs récemment un réalisateur qui a été une très très belle rencontre et qui justement, lui, est très dans l'intériorité, très dans une sensibilité, dans une pudeur
de cinéma qui m'a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que du coup, naturellement, il ira vers des acteurs qui sont proches de son cinéma. Et à l'inverse, des réalisateurs parfois aiment justement des personnalités extrêmement extraverties, des personnalités qui leur ressemblent. Et en fait, c'est vraiment des... Je pense que c'est pas pour rien qu'on dit qu'à chaque fois, c'est des familles de cinéma. Parce qu'en fait, c'est vraiment des sensibilités, des créativités qui se rejoignent. Et généralement, les gens, en fait, travaillent ensemble pendant 10, 15, 20 ans, même plus longtemps. Est-ce que, à ton avis, le fait justement que le réalisateur prend des gens qui, voilà, finalement lui ressemblent, vont correspondre à son univers, cela va occasionner le fait d'être dans de la réussite, c'est-à-dire de la performance. Est-ce que tu penses que Je pense. Foncièrement, je pense. Après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que parfois prendre des risques en allant chercher un acteur qu'on n'aurait pas pris au premier abord, ça peut être une très bonne chose. Parce que justement, on sort de cette zone de confort. Et pour moi, la zone de confort, c'est une magnifique zone, mais la zone de magie, généralement, est derrière. Et du coup, prendre ce petit risque, qui parfois est pas vraiment grand-chose, peut occasionner, je pense, des réussites encore plus belles. C'est beau ce que tu dis, même pour, tu vois, dans le cas d'une entreprise, on sort du 7e art, on va ailleurs. Une entreprise qui, voilà, veut fonctionner, bien fonctionner, finalement, elle a un univers également qui lui est propre. Cela va être composé de personnes qui y travaillent. Ces personnes-là, finalement, il faut qu'il y ait une harmonie, une osmose pour que cela fonctionne bien. Moi, c'est ce que je disais souvent. Et quelque part, finalement, dans le 7e art, voilà, la réalisation d'un film, c'est pareil. C'est-à-dire, on a un projet derrière, on a quelque chose que l'on veut voir aboutir. Donc, pour que cela aboutisse, il faut se donner les meilleures chances. Exactement. Quoi de plus beau que de s'entourer des personnes, finalement, qui nous ressemblent, qui sont dans le même mood et qui vont donner la même impulsion pour le projet. Et alors là, on est dans la pure réussite. C'est ça. Et surtout sur des métiers passion, au sens propre. Il y a tellement de... J'en parlais avec mes parents parce que c'est vrai que quand je rentre de tournage, en fait, je pense qu'on ne peut pas le comprendre et le conscientiser tant qu'on n'a pas été sur un plateau. Tout ce qu'on partage, ne serait-ce qu'en 2-3 jours de tournage avec des gens et avec une équipe, c'est humainement encore plus fort que certaines personnes que j'ai rencontrées et que je connais depuis 10 ans. Parce qu'en fait, c'est un lien qui est extrêmement difficile à retranscrire. Parce qu'en fait, on partage tellement de choses en aussi peu de temps que vraiment sur des longs tournages, par exemple de 8 semaines sur un long métrage, on connaît les gens à la fin par cœur. Et il y a vraiment cette dimension de passion et d'amour et justement cette harmonie en fait qui amène tant de belles choses. Waouh. Alors, j'ai plein de questions là qui me viennent, même au-delà de ce que je m'étais noté. Donc voilà, dans un tournage qui dure, je ne sais pas moi, 8 semaines, voire plus, comment ça se passe pour toi, par exemple, ou pour n'importe quel acteur? C'est-à-dire qu'il y a une préparation, il y a des choses à faire? Pour des longs métrages, alors déjà, le processus de casting, c'est un vrai exercice à part entière. Et c'est vrai qu'en fait, des castings peuvent durer sur des années, voire des mois. S'il y a des castings plus ou moins longs, parce que, en fait, c'est un métier où il faut être extrêmement patient. Il faut être extrêmement résilient aussi sur certaines choses, réussir à laisser partir pour accueillir ce qui, en fait, est vraiment aligné avec nous. Et c'est vrai que, du coup, le processus d'un film, il peut y avoir une préparation en amont, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends Les Trois Mousquetaires, un exemple assez récent, François Civil a dû apprendre à monter à cheval, a dû apprendre à manier l'épée. Il y a eu des répétitions de cascades, etc. Parce que aucune cascade d'un film n'est intuitivement faite sur un plateau. Tout est millimétré. C'est pareil pour les scènes d'intimité. Il y a des coordinateurs aujourd'hui indispensables sur chaque plateau. Et même légalement, c'est devenu obligatoire. Parce que rien n'est laissé au hasard. Ou alors c'est un hasard vraiment quand même assez maîtrisé. Et donc c'est vrai qu'il y a des vraies préparations. Et après sur le tournage, donc généralement nous, donc ça se règle aussi avec notre agent et avec la production. C'est qu'en fait en amont tout est fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Disons que 8 semaines pour un long métrage, c'est vraiment une bulle de 8 semaines. C'est-à-dire que généralement on peut être amené à être loin de chez nous. Donc on laisse nos familles, nos proches, des animaux, des locations d'appartements, etc. vraiment en suspens pendant ce laps de temps. Et parfois il y a des longs métrages qui durent beaucoup plus longtemps, qui peuvent durer 3-4 ans. Des séries qui pareil sont sur le long terme et qui du coup prennent vraiment une grosse part de notre vie. Donc en fait on n'a pas vraiment de routine
ou alors c'est une routine qui justement est un peu orchestrée hors tournage, parce qu'on retourne à la réalité et au quotidien. Mais non, à chaque fois, c'est un processus merveilleux aussi, toute la préparation pour un long métrage, parce que justement, ça nous aide encore plus à aller dans l'incarnation du rôle après sur le plateau. Est-ce que pendant cette période-là, au-delà du rôle, du personnage, quand tu reviens à ce que tu es, donc Blandine, comment ça se passe ? Tu arrives à déconnecter ? C'est assez... pour l'instant, j'ai pas encore eu de grosses périodes de tournage sur le long terme. Ça ne saurait tarder. Bien sûr. Mais c'est assez particulier parce que, en fait, sur un tournage, on oublie tout. On oublie tous nos tracas du quotidien. On est tellement focalisé en fait sur ce qui est en train de se passer que du coup, le retour à la réalité peut être... Moi, je le verrais pas comme une désillusion parce que j'estime que c'est toujours aussi positif de revenir dans un cadre qui, et je l'espère pour beaucoup, assez confortable aussi. Il y a une zone où on retrouve notre chez-soi, on retrouve un rythme aussi un peu plus calme parce que les tournages, c'est quand même des heures de travail. C'est un métier passion, donc on compte pas nos heures. Oui. Mais en même temps, c'est éreintant pour aussi bien psychologiquement que physiquement souvent. Donc c'est vrai que je le vois d'une manière positive. Après, c'est vrai qu'il y a un petit pincement au cœur parce que il y a une nostalgie quelque part qui s'installe de moments merveilleux qu'on a pu vivre. Mais après, c'est toujours des équipes qu'on peut retrouver aussi après sur d'autres tournages. Et je pense que je pense qu'il faut réussir à bien l'appréhender, à avoir quand même une routine assez ancrée et assez saine et sereine pour justement pouvoir après en tournage être vraiment au mieux de notre forme et pour pas justement tomber dans un état dépressif, voire dépression, ce qui malheureusement arrive très souvent, mais parce que c'est des montagnes russes en fait perpétuelles. Bah oui, bien sûr. Et justement, montagne russe, alors me fait penser à ce que tu as dit juste avant sur les castings qui peuvent durer donc quelques mois ou alors des années. Alors là, moi, ça me surprend. Ouais. Je ne savais pas des années. Alors comment ça se passe les castings en fait L'exercice du casting, c'est un exercice que d'ailleurs moi je ne considère pas du tout comme une compétition. Je le vois comme un cadeau. Bravo. Ça a mis du temps forcément parce que quand j'ai commencé à passer des castings... c'était plus compliqué parce qu'évidemment, on se remet en question. Il y a la question de la légitimité, etc. Bien pourquoi sûr. Moi et pas un autre et pourquoi un autre et pas moi. Mais en fait, aujourd'hui, je le conscientise vraiment comme une opportunité de rencontrer des gens, de rencontrer des réalisateurs, de rencontrer des directeurs de casting, d'autres acteurs, évidemment. Je le vois comme un moment de partage, un vrai cadeau et une opportunité de jouer aussi. Parce que hors tournage, le plus souvent, on ne joue pas vraiment. En fait, notre instrument, on le garde pas forcément nécessairement en forme. Et donc, les castings, il y a plusieurs manières d'appréhender. En fait, il y a des directeurs de casting qui font du casting qu'on appelle sauvage, plus ou moins. D'accord. Donc, c'est vraiment un casting qui va être, par exemple, La vie d'Adèle, avec Adèle Exarchopoulos, qui a été réalisé par Abdelatif Kechiche. Il a découvert Adèle à Montmartre, si je me souviens bien. Et en fait, il l'a vue. Et on appelle casting sauvage vraiment être appelé par la nature de quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire être appelé par l'inné. Il l'a vu dans la rue exactement. Et il s'est dit, tiens, comme c'est Sophie elle, Marceau pour La Boum. Okay. C'est exactement ce qui s'est passé pour elle. C'est que, en fait, c'est elle-même qui a fait parler le rôle. Et après, il y a des castings. Donc ça, c'est le casting pour des natures. Et après, il y a les castings comme j'en passe le plus souvent. Donc c'est... on se retrouve dans des salles, dans des locaux qui sont généralement loués par des productions. Et donc, on nous demande souvent de préparer une scène du rôle demandé. C'est marrant parce que souvent, un casting, en fait, est beaucoup plus court que ce qu'on ne pense. Moi, il m'est arrivé de passer des castings. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, j'ai passé un casting qui a duré 9 minutes. Ouais. C'est très court et en même temps, en fait, il faut réaliser que c'est 9 minutes qui peuvent faire la différence. Et c'est ces 9 minutes-là qui sont en fait extrêmement précieuses. Et tout le travail en amont en fait, qui a été préparé, ou non, parce que tout le monde travaille d'une manière différente. Il y a des acteurs qui vont laisser place à l'instinct sur le moment. Et il y a des acteurs comme moi qui, quand même, travaillent, qui se préparent. Tu te mentalises. Exactement. Et ça passe aussi par de la méditation, ça passe par de la relaxation, etc. Il y a de la mentalisation et c'est ça. C'est un cadeau. C'est ça. Mais c'est pour être encore plus consciente, en fait, aussi sur le moment. D'être vraiment à l'aise avec moi-même et de...
Oui, et puis peut-être aussi d'être bienveillant avec soi-même. Totalement. Voilà, le casting, alors de mon point de vue extérieur, vraiment très lointain, ça met aussi un peu de pression. Bien sûr. Voilà, on veut quand même être dans la réussite, donc ne Bien pas sûr. être pris, c'est ne pas adhérer peut-être au rôle, ou alors ne pas avoir la bonne personnalité ou le personnage qui a été joué. Donc il faut avoir quelque part, y aller un peu, comment dirais-je, en se disant, voilà, comme tu dis, c'est un cadeau, j'y vais, je donne le meilleur de moi-même, ça passe, tant mieux, ça passe pas. Exactement. Tant pis. C'est un peu ce que tu disais précédemment sur la résilience. Bien sûr. Savoir laisser partir Bien sûr. ce qui doit partir. Moi, je sais que dans ma vie, tous les castings que je n'ai pas eus, c'est merveilleux. C'est un cadeau. Mais c'est vraiment merveilleux parce que ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires justement pendant des formations où j'étais pas en projet. Ça m'a permis... En fait, tout est aligné. Il faut faire confiance aussi au temps parce que quand on commence en jeune acteur, il y a souvent la notion du timing. On a envie de réussir jeune parce qu'on est dans une société qui amène la réussite beaucoup plus tôt. On est dans une comparaison aussi par rapport aux réseaux sociaux, etc., qui est dans une constante course contre la montre. Le cinéma, c'est un milieu qui prend beaucoup de temps. C'est un métier qui apprend justement la patience et je pense que malheureusement, l'impatience fait tomber dans la dépression ou d'autres troubles parce que la quête de l'instantané, en fait, amène beaucoup de frustration parce que un casting peut durer 2 mois. C'est de la remise en question semaine après semaine. C'est la peur, en fait, une peur au ventre et du coup qui amène un stress latent. Le stress étant nos pires ennemis. Oui. Intérieurement, c'est vraiment un poison. Et du coup, c'est vrai que même psychologiquement, après, ça amène de la fatigue psychologique. C'est tout... Oui. Donc, il faut vraiment... Où l'événement pourrait être le plus positif qu'il soit, on est axé sur cette notion d'impatience, de manque finalement, parce que comme ça va pas assez vite, finalement le temps nous manque. La réussite, on veut la voir arriver tout de suite, alors qu'en fait, on est dans le manque de la réussite. Ouais. Et finalement, quelquefois, on peut s'attirer plutôt ça qu'autre chose, en n'étant pas assez focus sur le positivisme de la situation. Oui, totalement. Waouh, c'est beau. Merci pour tous ces partages, j'adore. J'ai une question sur... tu as dit préparation du personnage, rentrée. Là. Quelle part tu donnes à l'émotion, l'intuition, quand même, tout ça, parce que c'est quelque chose que tu aimes bien aussi. Ouais. Et, on en a chez parlé moi, toutes les deux. Chez moi, c'est omniprésent. Étant hypersensible, c'est vrai que l'émotion m'habite. Ouais. Pendant très longtemps, j'en ai fait un gros défaut parce que en fait, je n'arrivais pas à la conscientiser. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on parle de l'hypersensibilité de plus en plus. De plus en plus. C'est de plus en plus démocratisé, etc. Et Dieu merci, parce que j'ai mis longtemps à le comprendre, j'ai mis longtemps à vraiment réussir à l'appréhender. Et aujourd'hui, je le vois comme une force, comme une qualité incroyable, parce que ça me permet... cette hyper-empathie, en fait, me permet aussi de m'adapter aux réalisateurs que je rencontre, aux directeurs de casting, au rôle. Ça me permet d'être dans une hyper-écoute aussi de moi-même. Et c'est vrai que du coup, mon émotion aujourd'hui, je la considère comme une richesse qui me permet justement d'incarner des rôles avec beaucoup de parcimonie aussi à des moments, parce que cette hypersensibilité, du coup, il faut savoir aussi la dompter, pas la masquer, au contraire, mais justement réussir à en faire un atout et pas en faire quelque chose d'incontrôlable, parce que malheureusement, sur un plateau, tout est contrôlé. L'accident n'a pas sa place, ou alors c'est un joyeux accident. Mais c'est vrai que l'émotion, en fait, quand elle est trop forte, elle nous submerge. Et évidemment qu'une émotion qui submerge un acteur ou une actrice, c'est très beau. Mais en fait, ça peut être aussi destructeur, parce qu'un trop-plein d'émotions pas contrôlées, ça peut faire remonter à la surface des choses plus ou moins difficiles. Pas forcément adapté au rôle. Totalement. En fait, ça peut être... J'ai vraiment appris, même ne serait-ce qu'avec la formation que j'ai fait la semaine dernière, à conscientiser qu'aujourd'hui, j'avais vraiment les outils pour appeler mon hypersensibilité, appeler mon émotion, tout en restant, en fait, dans une visualisation de ce que je pouvais et ne pas faire, en fait, sur un plateau. Et du coup, c'est hyper... je sais que ça me servira. D'accord. Très intéressant. Et
Cette hypersensibilité, est-ce que finalement, au-delà du rôle, c'est-à-dire tu es même dans une période de casting, etc., ou au moment où tu dois choisir, par exemple, de te dire je vais me présenter à ce casting. Est-ce que, justement, tu as dit l'hypersensibilité me permet de m'écouter aussi mieux, de connaître mon émotion. Est-ce que au moment où tu choisis d'aller à un casting, est-ce que finalement c'est lié à ça, à cette hypersensibilité Ça peut. D'accord. Ça peut. En fait, je suis accompagnée et épaulée par mon agent depuis 1 an et demi. Donc c'est vrai qu'elle, il y a une part de casting en fait, sur lesquels elle me propose. Et après, en fonction, on me rappelle ou non. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été très sincère et franche avec elle. C'est que je suis extrêmement déterminée de nature. Et donc c'est vrai que je travaille de mon côté beaucoup, tous les jours, quotidiennement, à aller chercher des projets, à me tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui va se faire, de ce qui est en cours, de ce qui est en écriture. Et c'est vrai que instinctivement, du coup, ma sensibilité fait que je vais être plus ou moins appelée par certains scénaristes, par certains projets, par certains réalisateurs, parce que je vais être appelée par leur sensibilité, par leur créativité, ou à l'inverse parfois. Je vais aimer aller un peu à l'encontre justement de ma zone de confort et me dire j'aimerais bien aussi travailler là-dessus, donc aller chercher des réalisateurs qui pourraient me confronter à des challenges. D'accord, ça c'est intéressant. Ouais. On peut aller vers la facilité forcément, vers l'univers vers lequel on se sent plus à l'aise ou bien. Et après, sortir de sa zone de confort, aller vers quelque chose qui est différent. Et est-ce que là, tu te conditionnes différemment dans cette préparation de casting? Parce que ça challenge, du coup, il y a plus d'émotions, il y a un petit peu de stress aussi. Ouais. On se dit, bon, je sors de ma zone de confort, je ne suis pas du tout dans l'univers que je maîtrise. Est-ce que ça appelle quelque chose de plus profond chez toi, du coup? Est-ce que ça te challenge aussi? Ouais, mais moi j'adore ça. Moi j'adore ça. Je trouve que le challenge, c'est quelque chose qui me drive beaucoup dans la vie. Même si j'ai un cadre aussi assez confortable qui me rassure beaucoup, j'aime tellement découvrir de nouvelles choses et j'aime tellement en fait ce shot de dopamine qui me redonne en fait vie, parce que c'est généralement dans ces zones-là. Quand on a peur, en fait, la peur, c'est extrêmement, je trouve, salvateur de plein de choses. La peur, c'est un moteur énorme. Et en fait, je sais que généralement, quand j'ai peur d'aller à un casting, c'est que ça réveille quelque chose en moi qui fait que, en fait, je vais être encore plus instinctive et je vais être encore plus à l'écoute de mon jeu et à l'écoute de moi-même. Et les castings où j'ai eu le plus peur, je pense que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. D'accord. Parce qu'il y a eu vraiment ce saut dans le vide, mais qui était tellement en fait agréable au final, parce que je découvrais de nouvelles choses et parce que c'était vraiment incroyable. Wow. C'est très impactant ce que tu viens de dire. Donc la peur, voilà, on la met de côté et on fonce, on se challenge soi-même. Ça, c'est quelque chose que... Bien sûr. Bon, je peux dire, j'essaye de le faire aussi pour moi, dans d'autres univers forcément, mais même en parallèle. Moi, à l'époque, je faisais aussi beaucoup de danse et on avait des chorégraphies quelquefois qui ne nous correspondaient pas par rapport à notre personnalité ou façon de danser. Et il faut s'adapter, il faut arriver à quand même suivre la chorégraphie. Et après, quelquefois, on prend du plaisir quand même, même si on n'est pas forcément au top ou au mieux, mais voilà, on est quand même dans ce moteur de plaisir et on se sent vivant. Ouais, c'est totalement. Ce que tu dis, on se sent vivant, on a un shot de dopamine et la dopamine, voilà, c'est ce qui nous fait aller de l'avant, ça nous donne du plaisir. Exactement. Et d'ailleurs, je rebondis, la sensation de plaisir justement au moment où tu joues, tu as cette... voilà, comment tu le vis ça? C'est une drogue. Oh. C'est une vraie drogue. C'est quelque chose qui est tellement... c'est indescriptible. En fait, c'est... souvent, pendant très longtemps, je disais qu'en fait, c'est pas un travail, en fait. Parce que j'aime tellement ce que je fais. Et c'est ça avec tous les métiers passion, je pense, c'est qu'on a du mal un moment à conscientiser et à légitimer le fait qu'on est rémunéré, on gagne de l'argent et on gagne notre vie avec un métier qu'on aime vraiment. Et un métier qu'on aime du plus profond de notre cœur. Mais c'est vrai que le plaisir que je prends, ne serait-ce que dans la préparation d'un casting, dans la préparation d'un rôle et sur le plateau, c'est décuplé au possible. Parce qu'en fait, il y a cette atmosphère... J'ai eu de la chance, je suis toujours tombée sur des équipes extrêmement bienveillantes. Vraiment
d'une bienveillance rare. Et vraiment, en fait, tout le monde sur un plateau veut que ça se passe bien. Parce qu'on collabore, en fait, ensemble, tous ensemble. Et un acteur n'est rien sans toutes les personnes qui sont présentes sur un plateau. Ah oui. Des régisseurs jusqu'aux monteurs son. Enfin, tout le monde, en fait. Tout le monde est essentiel. Évidemment, le film ne peut pas se faire sans acteurs. Mais en fait, je trouve que c'est très important aussi d'avoir beaucoup d'humilité aussi. Parce que, oui, c'est nous qui sommes sur l'affiche. Mais en fait, il y a tellement de gens sur un plateau qui, justement, sont aussi légitimes que nous. Et du coup, ce plaisir, il est aussi partagé. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est contagieux. C'est que, en fait, c'est un plaisir qui est tellement... Je pense que quelque part, ça ramène un peu à l'enfance. Il y a quelque chose où on a l'impression d'être de grands enfants. Oui, ça réveille aussi l'enfant intérieur que Exactement. l'on a en soi. Totalement. Qui finalement est toujours là. Bien sûr. Il ne faut pas le perdre. À n'importe quel âge d'ailleurs. Et justement, plus on le cultive, plus on ne l'oublie pas, mieux on se porte. Bien sûr. Et cette sensation de plaisir, finalement, elle est liée à tout ça. C'est quelque chose auquel j'essaye d'être vigilante aussi, toujours m'émerveiller pour tout. Bien sûr. Même quelquefois dans le travail, au quotidien. Donc voilà, toi tu as un métier passion. Quelquefois on a des choses à faire qu'on peut estimer comme étant des contraintes. Mais finalement, on peut s'émerveiller même dans l'instant de faire quelque chose qui nous plaît un peu moins, mais finalement on peut s'émerveiller aussi. Ou alors regarder par la fenêtre et voir un petit papillon qui passe et on s'est dit tiens. Voilà, en fait, les moments de vie, il faut toujours se concentrer dessus, ne pas oublier son enfant intérieur, prendre du plaisir, partager avec les autres. Et si ce plaisir en plus est partagé, c'est là où il y a plus de réussite. Exactement. On est d'accord. Oui. Une question sur du coup ton entourage proche, ta famille, etc. Quand tu fais les castings héros, comment, eux te suivent passionnément, je pense. Oui, avec beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai des proches j'ai des parents qui me soutiennent beaucoup. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple parce qu'on m'a pas toujours comment dire. On m'a souvent dit qu'en fait c'était pas le bon chemin. Ah. D'accord. Aussi bien dans le corps pédagogique, corps enseignant au lycée par exemple. Le jour où j'ai passé mon bac, j'ai ma professeure d'éco qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit maintenant ça suffit, tu vas t'inscrire à la Sorbonne et actrice c'est pas un métier. Et en fait ça m'a profondément touchée parce que je me suis dit mince, est-ce que j'ai pris la mauvaise décision ? Et en fait plusieurs fois dans ma vie on m'a mise un peu devant le fait accompli. En me disant que je n'étais pas faite pour ce métier, qu'il fallait que je trouve autre chose, que c'est trop compliqué, que c'est pas un métier, à proprement parler. Et en fait, j'ai toujours eu du coup le soutien de mes parents, qui au contraire, eux, contre vents et marées, me soutenaient et me soutiennent encore beaucoup aujourd'hui. De plus en plus parce que ça commence à bien marcher. C'est vrai qu'en tant que parent, c'était pas non plus simple, je pense. J'en ai pas mal parlé avec eux, mais de voir son enfant suivre son cœur, et pas sa raison. Donc la raison d'une société qui veut qu'on ait un travail vraiment extrêmement cadré, assez sécuritaire. L'acting, c'est pas sécuritaire du tout, c'est naviguer à vue, vraiment. Mais en même temps, je pense que je leur ai prouvé aussi qu'en fait, j'aimais tellement ce que je voulais que j'allais m'en donner les moyens. Et que par ma structure de personnalité et mon tempérament, je sais ce que je veux. Et j'ai pas peur d'avoir des rêves. Et j'ai pas peur d'avoir envie de les réaliser. Parce que j'estime que, mon Dieu, si on a une vie, c'est pour réaliser nos rêves et pas les laisser de côté. Waouh, merci Blandine. J'adore. On est là pour un temps imparti. Donc il faut prendre du plaisir à son maximum et surtout réaliser ses projets, ses rêves, même les plus grands. Bien sûr. Même les plus grands, en fait, il ne faut pas se mettre de limites. Et alors... Je dirais même, mon message, c'est n'écoutez personne en fait, écoutez-vous, écoutez ce qui vous parle en vous et surtout ne jamais baisser les bras. Jamais. Toi, tu as eu beaucoup de chance, tu as un entourage qui t'encourage, un entourage qui t'encourage, c'était pas mal. Et c'est génial, bravo à tes parents, merci. Je les remercie. Et surtout, ne pas baisser les bras et avoir son projet et fixer sur son projet et y aller. Peu importe soit le projet d'ailleurs. Oui. Tous les projets sont bons.
tant qu'ils viennent du cœur, c'est que ça doit se faire et qu'il faut surtout ne pas écouter. Parce l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et on a toujours... je pense que c'est quelque chose de très français aussi. Mais le jugement, c'est quelque chose qui est quotidien. Et je pense que vraiment, il faut réussir à un moment à écouter les bonnes personnes. Fuir les mauvaises, celles qui sont pas forcément positives dans nos vies. Réussir à faire le tri. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à le faire, mais j'ai réussi à faire le tri. Et aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui sont alignées avec qui je suis, avec mes valeurs. Et je le retrouve aussi dans le travail, c'est que les réalisateurs que je rencontre sont alignés avec qui je suis et j'en suis très reconnaissante. Wow. C'est pas facile de faire du tri, quelquefois. Non, honnêtement, c'est très dur. Moi, ça m'a pris plusieurs années, aussi bien amicalement qu'amoureusement. C'est des personnes que je remercie énormément, du plus profond de mon cœur, parce qu'elles m'ont énormément apporté dans les moments où on était ensemble. Mais je pense que c'est très important aussi, avec beaucoup de recul, de voir ce qui nous correspond, en fait, à nous, vraiment, et pas ce que la société veut nous faire croire ou ce que... Parce que je me rappelle, enfant, j'avais très peur d'être seule, de ne pas avoir d'amis. Parce qu'étant une enfant très sensible, j'avais vraiment cette bulle et ce cocon qui me sont propres encore aujourd'hui. J'ai vraiment ma bulle. Et donc pendant très longtemps, j'ai cherché à vraiment rentrer dans le moule, rentrer dans un cadre en fait qui n'était absolument pas moi. Et je devenais un petit caméléon, c'est-à-dire qu'en fonction des gens avec qui j'étais, je me transformais pour être appréciée du plus grand nombre. Bien sûr. Ouais. Comme beaucoup d'ailleurs. Je pense qu'on a tous humainement ce... À ce moment-là, tu avais déjà ce petit moment d'actrice, finalement. Exactement, totalement. J'ai joué la comédie, je pense, pendant très longtemps. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai réussi à comprendre qu'en fait, la comédie, je peux la jouer sur un plateau sans aucun problème. Mais en fait, être alignée avec moi-même, c'est vraiment ne plus jouer la comédie et être acceptée aux yeux des autres pour qui je suis et ne plus essayer de rentrer dans un moule qui ne me correspond pas. Merci pour ça. Oh là là. Bon, soyez vous-même, soyez vous-même, foncez sur vos projets, n'écoutez personne et surtout soyez convaincus que vous allez réussir. Ça, c'est des messages importants. Bien sûr. Et si vous avez la chance de faire un métier passion et d'y aller à fond, il faut y aller. Voilà, ne pas se mettre de barrières, de limites. Et il y a de grandes chances que la réussite soit au bout. Et même si elle ne l'est pas, elle peut arriver à n'importe quel autre moment. Bien sûr. Et ne pas arrêter. Ça sera une étape. Voilà. Oh, c'est génial, j'adore. Est-ce que tu as des projets là sur 2023 autres que... Alors, donc, la semaine dernière, j'étais en formation, du coup. J'ai un quotidien assez particulier parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment trop de quoi demain sera fait. Oui, c'est vrai. J'ai des projets qui arrivent, je touche du bois, parce qu'en étant assez superstitieuse, de très beaux projets qui sont dus à une merveilleuse rencontre que j'ai eu la chance d'avoir en début d'année 2023, donc, ce qui m'a vraiment ouvert l'année sur une très très belle note. J'aimerais beaucoup aussi m'essayer au doublage. D'accord. Parce que j'ai toujours été admirative de tout ça, et donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup me former et commencer à en apprendre un peu plus. Et voilà, toujours des castings, toujours des belles opportunités, etc. Mais tellement de choses. J'adore. Et tu as dit je suis superstitieuse. Oui, tu as un gris-gris quand tu vas sur les tournages? J'ai des porte-bonheur que je porte toujours sur moi. Mais pas mal d'acteurs ont leur petit truc. On a des vêtements qu'on aime bien porter, on a des choses qu'on fait pas, on a des rituels un peu... Moi, je sais que j'ai des rituels, entre guillemets, d'ancrage avant d'aller sur un plateau. Méditation et ça. C'est ça, c'est qu'en fait, ça m'aide à recréer cette bulle en fait, qui me permet d'être concentrée. Parce que sur un plateau, on peut être extrêmement déconcentré. Il y a des équipes... Il y en a partout. On peut être une petite cinquantaine comme 3000. Donc en fait, il faut vraiment réussir à vraiment faire le vide pour en fait être vraiment pleinement concentré. Après, au contraire, il y a des rôles qui justement amènent cet électron libre et cette effervescence d'un plateau qui justement nous sert. Et du coup, qui peut être hyper intéressante. Wow. Alors, en quelques mots, si on devait résumer tout ce qu'on s'est dit, quels conseils, en quelques mots, tu pourrais donner donc là aux personnes qui ont envie de se lancer dans ce métier? Croyez en vous, croyez en votre authenticité, surtout. Ouais.
chacun est unique. Et ne vous comparez pas, parce que la comparaison, c'est pas la bonne solution. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, ça ne met pas forcément dans des bonnes énergies. Ça. Non, c'est ça. Il faut aimez-vous, déjà, et croyez en vos rêves. Ne perdez pas espoir, parce que la vie est quand même très bien faite. Visez haut, visez loin, parce que tout est possible à qui y croit et à qui s'en donne les moyens. Ça demande du travail, ça tombera pas du ciel, malheureusement. J'en suis, je pense, la preuve, c'est que beaucoup voient ce qui arrive, mais en fait, la vie de tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de discipline, de rigueur, mais en même temps, c'est ça aussi qui après amène la réussite. Mais vraiment, suivre son cœur, son intuition, ne pas écouter les mauvaises personnes et vraiment croire en ses rêves. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire, je pense. Croire en ses rêves, Ouais. Travailler, ne pas baisser les bras. Jamais. S'écouter, écouter son enfant intérieur et le faire vivre à n'importe quel moment, être intuitif et surtout écouter ses émotions. Ouais. Et le travail. Bon, le travail, de toute façon, est nécessaire. Ça, Ça, voilà. sûr. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est important, parce que quand même, les choses peuvent tomber du ciel, mais quand même, il y a un petit peu de travail à donner. C'est ça. J'adore. Merci Blandine. Alors attends, là on va passer à la minute vibration pro et zen. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Donc tu sais qu'il y a des questions qui vont fuser. Oui. Et il va falloir que tu répondes. Attention. Bon, la première en général c'est celle que je pose à tout le monde et la deuxième également. Après je change un petit peu. Attention, je commence. Si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro aujourd'hui, ici et maintenant, quelle serait-elle ? Déterminée. Je confirme, déterminée, passionnée, talentueuse et créative. Je prends. Si tu devais mettre en avant ton côté zen ou un rituel zen, en un mot. Méditation. Je m'en doutais. Pour l'ancrage, ouais, tous les jours, quotidiennement. Je me lève le matin, je commence par une séance de yoga et de la méditation. Et après, la journée peut commencer. Tu mets combien de temps ? 1 heure ? Une petite 30 minutes ? Ouais, j'essaie de faire 1 heure. 30 minutes. Ok. Attention, Festival de Cannes ou Festival américain de Deauville ? Vers lequel penche ton cœur ? En tant que Française, le Festival de Cannes, forcément. Plus tard, j'espère le Festival de Deauville, en ayant travaillé avec des Américains. Je suis sûre que ça se passera un jour. J'espère, je suis sûre. Quel animal es-tu ? Un loup. Un loup ? Oui. Oh. Un loup solitaire qui a besoin de calme, beaucoup de nature, beaucoup de paix, je pense. Mais en même temps, le loup, on dit qu'il est en mute. Oui. Et du coup, j'ai quand même besoin d'un entourage que j'aime, qui m'aime, un entourage bienveillant. Et donc un loup. C'est beau. Ton rituel matinal pro et zen en 3 étapes. Bon, on le répète un peu. Mais... Yoga, méditation, sport. Ouais. Et après, je peux me mettre au travail direct. D'accord. Alors, plutôt marche dans la nature ou balade en bateau ? Nature. Ah oui ? Je passe... c'est très important pour moi d'aller dans la nature parce que c'est un endroit où je me sens extrêmement bien. Où le silence et où cette nature quand même qui est extraordinaire quand on y pense. C'est un endroit où je m'ancre et où je peux vraiment me recharger énergétiquement. Parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement énergivore sur plein de choses. Et c'est vrai que quand je coupe, j'essaie d'y aller vraiment 2-3 fois par semaine, quand je peux. D'accord. Mais vraiment pour prendre... Et c'est surtout un moment pour moi, en fait, surtout. C'est un moment où je coupe et où je prends vraiment soin de moi. T'essayes d'être seule à ce moment-là ? Ouais. D'être seule ou avec mon chien. Mais vraiment de prendre ce temps, de ne pas avoir de musique, de vraiment être dans le silence, mais juste pour faire une pause, quoi. Dans un monde qui va trop vite. C'était arrivé d'être avec d'autres personnes à ce moment-là ? Oui. Avec mes parents, très souvent. Ah. Mais c'est vrai qu'on essaye de... C'est un rituel quotidien. J'adore. Alors, quelle couleur de cheveux serais-tu prête à faire pour obtenir un rôle ? Alors, sans hésiter, c'est mon rêve depuis toujours, roux. Ah, bah, c'est un projet également. Je rêve d'être rousse depuis que je suis toute petite. C'est vrai ? Je suis fascinée par ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adorerais. Je note, on note. Ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire, je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Un de mes mentors, c'est une
une de mes professeurs que j'ai eue. Mais c'est vrai que j'ai été aussi très inspirée par un Français qui s'appelle David Laroche, que tu connais peut-être. Oui, coach. Et que je trouve extrêmement inspirant. Sur la résilience qu'il a eue, c'est vraiment un garçon, parce que j'ai pas mal étudié son profil et son parcours, qui a cru en ses rêves et qui n'a pas lâché. Et qui vraiment a remué ciel et terre pour prouver aux gens. Et c'est pas nécessairement prouver au sens de se venger de quoi que ce soit. C'est vraiment de montrer en fait que quand on veut, on peut. Et moi, je le trouvais extrêmement inspirant. J'écoute très souvent son podcast. Et c'est vrai que professionnellement, il m'inspire beaucoup. C'est noté. Et ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire? Bouddha. Oh, bien sûr. Pour la paix intérieure, pour le recul, pour la résilience, pour tellement de choses. Le bien-être aussi. Oui, tellement important. Surtout en tant qu'acteur, quand notre corps, c'est notre outil de travail. Le bien-être, c'est important. Il faut prendre soin de son corps parce que notre corps, c'est notre instrument. Donc, c'est hyper important de faire attention à sa santé, parce qu'un acteur ne peut pas être malade. Oui, bien sûr. Comme un chanteur, comme un comédien de théâtre, comme... C'est l'outil de travail. Exactement. Donc, aussi. c'est hyper important. Question finale. Oui. Si tu étais le prochain rôle féminin oscarisé, tu serais quel rôle? Alors, j'ai un peu deux opposés. Il y en a un, je pense que ça serait un biopic, parce que en tant qu'actrice, je rêve de faire un biopic. D'accord. Justement pour toute cette partie d'aller m'immerger dans la vie de quelqu'un, d'aller à la perfection, en fait, d'aller dans le détail. Donc j'aimerais beaucoup faire un biopic sur une reine d'histoire. Anne de Bretagne, par exemple. C'est un personnage historique qui, je trouvais fascinant, sur l'histoire qu'elle a eue en tant que femme, etc. Ou alors, rien à voir, mais j'aimerais beaucoup faire une femme à l'armée. Ah oui, j'adorerais, bien aussi. Pour le challenge et justement pour ce challenge, mais dans quelque chose qui est vraiment... qui mettrait mon physique au second plan et qui mettrait beaucoup plus des capacités physiques, mais pas forcément extérieures. Tellement de choses. Et surtout, je pense que le principal pour ces deux projets, parce qu'un Oscar, c'est très beau, c'est un prix qui est extraordinaire, mais encore une fois, ça résulte du travail de beaucoup de gens. Et du coup, ça serait vraiment être entouré de merveilleuses personnes, humainement, et de participer à des aventures humaines, surtout pour ces films-là. Oh, c'est beau. Je pense à Demi Moore, là. Je pense qu'elle avait fait un film, il me semble. Oui, totalement. Voilà. Exactement. Merci Blandine pour tous tes partages. C'était un pur plaisir. Oui. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a inspiré. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site internet prozenenco.com et contactez-moi sur mes réseaux. À bientôt.